tout en prenant quelques instants dans le silence. Je prends le temps d'observer les relations que j'entretiens avec les autres. Même si parfois on dit que la vie est un chemin qu'on commence seul et qu'on termine seul, tout au long du chemin, on tisse des relations avec les autres. Et on sait que ces relations ont un impact très fort sur nous. Certaines relations peuvent nous emplir de bonheur, d'amour, alors que d'autres relations peuvent causer beaucoup de peine, de souffrance. Je prends quelques instants pour faire un peu le tri dans toutes mes relations. Comme si je mettais tous les noms des gens que je connais sur la table. J'essaye de voir pendant quelques instants quelles sont les relations qui fonctionnent bien, quelles sont les relations avec lesquelles j'ai des difficultés. Je vois des noms, je vois des visages. Je cherche d'abord les personnes avec qui les relations sont harmonieuses, avec qui j'aime être en relation. J'essaye de ressentir le bien-être, le bonheur que je ressens dans les relations. J'observe ces relations et je me demande qu'est-ce qui fait qu'elles fonctionnent bien. Pourquoi je suis bien avec ces personnes. Et je peux voir ce que ces relations m'apportent. Ce que j'apporte à la relation. Et je prends le temps de savourer la gratitude. Reconnaître que ces relations sont comme des cadeaux dans la vie.
pouvoir du silence me permet de voir les gens que j'aime. De sentir leur présence. Et de nourrir cette relation avec des sentiments bienveillants. Mais je sais que dans le paysage de toutes les relations que j'entretiens, certaines sont plus difficiles, moins naturelles. Peut-être que même certaines me font encore du mal. Et là, je vois que le pouvoir du silence me permet de me détacher quelque peu afin de mieux observer, de mieux voir. Et le détachement me permet d'accepter que s'il y a un conflit, c'est un conflit dans lequel je participe. Un conflit dans lequel je joue mon rôle. Et je garde comme objectif de transformer mes relations. Afin qu'aucune relation ne me cause de peine. Et je sens que j'ai en moi cette capacité de vivre en harmonie avec les autres. Peut-être de façon plus neutre avec certains et de façon plus riche avec d'autres. Mais je reste comme un être de lumière, un être d'espoir. Je tends la main. Je donne et je pardonne. Et je cherche à garder cette vibration bienveillante envers tous. Je connais la source. Alors je peux puiser dans mon silence suffisamment de paix, de bonheur, d'amour.
pour ne pas dépendre des autres. Alors, je donne et je pardonne. Alors, content de vous retrouver. Tout le monde va bien? Ouais, ça va. Vous êtes-vous prêté à l'exercice de mettre des noms sur la table et de voir des visages et de vous demander qui passait le test et qui ne passait pas le test d'une relation harmonieuse? Je pense que j'en avais déjà parlé il y a quelque temps. Une fois, j'avais fait cet exercice vraiment de cette façon et je me posais vraiment la question à savoir qui sont les personnes les plus importantes dans ma vie. Et j'avais vraiment fait l'exercice sur une feuille de papier de placer des noms. Et mon intention était au départ de voir, je me suis mis au milieu, et je voulais savoir qui est, dans quel cercle se trouve telle ou telle personne. Comment est-ce que je vais répartir tous les gens que je connais dans une constellation autour de moi. Et mon intuition était que certaines personnes, je les mettais un peu plus loin. Comme, toi, t'es bien là. Là, c'est très bien, t'es un bon endroit. D'autres, je les mettais vraiment très, très, très collés. Et je trouvais que chacun définissait naturellement une place. C'était clair. C'était pas, j'avais pas à réfléchir beaucoup à savoir est-ce que cette personne est proche ou pas, etc. Et j'avoue, j'avais été vraiment surpris de voir qui finalement je mettais le plus près de moi. Et combien les familles se constituaient. Comment certains individus avaient tendance à se regrouper un peu. Comme ça, c'est plutôt telle catégorie. Puis elle est plutôt là. Là, il y a une autre catégorie, un petit peu plus loin, une autre catégorie plus près. Et évidemment, nous, on est au cœur d'une organisation qui a beaucoup, beaucoup de monde et on a la chance de développer des relations avec beaucoup de personnes un peu partout à travers le monde. Mais on en fait des très bons amis. Et moi, j'ai la chance d'être assez régulier dans mes amitiés. Et avec les Brahma Kumaris depuis plus de 30 ans, ben, c'est clair que j'ai des gens qui me sont chers un peu partout au monde. Et à ma grande surprise, sur la feuille, il y avait exactement, et je n'ai pas trafiqué du tout les chiffres, il y avait exactement 108 personnes. Je me disais, waouh, il y a du monde. Ça, c'est pas la page Facebook avec les amis. Hein, c'était vraiment des gens dont je connais le nom de famille et que j'aime et qui sont... et je pensais à des relations, seulement celles qui sont significatives au point où ce sont des gens qui comptent pour moi. Je ne mettais pas mes amis de jeunesse dont j'ai oublié le nom de famille, je ne sais plus qui sont... Je ne mettais pas des gens qui ne sont pas présents dans ma vie. Et à ma grande surprise, il y avait beaucoup de monde. Tout le monde avait vraiment une place qui était claire. Et ceux qui étaient très très près
ça m'a pas que ça m'a surpris, mais j'étais content de confirmer qui était le plus près, quoi. Et de voir ma grand-mère, mes sœurs, mon père, la famille proche, évidemment, est toujours très, très, très près. Et d'apprécier cette constellation de gens dans ma vie. Et pour moi, ça m'avait aidé beaucoup à être clair dans ma tête, à savoir, est-ce qu'il y a des relations qui sont des sources de problèmes encore? Est-ce qu'il y a encore des relations qui créent une difficulté? Moi, j'ai la grande, grande, grande fortune d'avoir travaillé depuis très longtemps sur ce sujet-là et d'avoir peut-être été dans des relations compliquées dans le passé, que ce soit familiales, professionnelles ou autres. Et j'ai toujours trouvé que le parcours spirituel peut être extrêmement compliqué quand les relations viennent, comment dire, poliment, viennent créer la zizanie. C'est joli ça. Comment est-ce qu'une relation peut créer un peu la zizanie dans notre tête, dans notre cœur? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà souffert d'une peine d'amour? Non? Enfin, plus qu'une peut-être, mais on sait à quel point une peine d'amour est comme d'avoir un couteau planté dans le cœur, puis qu'on n'arrive pas à l'enlever, puis dès qu'on essaye de l'enlever, c'est pire. Puis le moment où tu le bouges en disant, bon, faut que je me sépare, non, je touche à rien, on ne touche à rien. Et ça peut être des souffrances épouvantables, non? Il y a des peines d'amour, écoute, ça fait tellement mal. C'est une douleur tellement aiguë, c'en est insupportable. Ça, c'est l'amour qui a mal. Après, il y a des relations qui sont de la haine. Moi, j'en connais pas, heureusement, j'en ai pas, je veux dire, et j'en ai pas eu beaucoup. Mais je vois des fois des choses sur... je travaille en ce moment sur un reportage d'ailleurs sur la notion de contrer la haine. Comment est-ce qu'on renverse ce sentiment de haine? Et je vois des choses incroyables. Et je remarque le nombre de problèmes, le nombre de groupes, d'organismes qui existent sur Internet pour aider les gens qui vivent des relations haineuses. Puis on ne parle pas de colère, on ne parle pas de méchanceté, on parle de haine, mais très souvent la haine implique aussi la violence. Et je me dis, mais comment des êtres humains arrivent à se dire des choses pareilles, à se faire des choses pareilles, à poser des gestes des fois épouvantables sur le coup de la haine, tu sais, la colère, la haine, la méchanceté, c'est extrêmement violent. Heureusement, moi, j'ai pas de relation comme ça. Mais je sais que beaucoup de gens vivent ces relations-là. Et c'est très, très difficile. Ensuite, il y a les relations extrêmement compliquées. Des relations psycho-sentimentaux, sensorielles, et qui créent des situations, mais abracadabrantes. Les infidélités, les relations codépendantes, les relations dans lesquelles l'argent se mêle de ça, puis ça devient une saga épouvantable. Je t'aime, je te déteste, tu me dois de l'argent, puis tu mets 3 ingrédients déjà qui compliquent le tout. Alors, la liste est longue, hein, sur les relations compliquées et difficiles, il y en a beaucoup. Et la question qu'on veut aborder aujourd'hui, qui est une question très large, qui demanderait de nombreuses heures, d'ailleurs, les psychothérapeutes et les gens qui sont dans ce domaine, ils passent énormément d'heures à essayer de dénouer tout ça. La question est de savoir un peu comment est-ce que parfois on peut s'y prendre pour dénouer des relations qui deviennent un peu compliquées. Une image qu'on connaît bien et qu'on a tous vécu, tu sors un écouteur ou un fil quelconque, une rallonge, puis c'est tout mêlé. Et là, tu commences à essayer de la démêler, puis là, ça nous énerve. Ça t'y arrive pas, puis c'est vraiment un gros nœud, une pelote de laine qui est partie dans le mauvais sens, puis qui est vraiment bien nouée et renouée l'une dans l'autre. À un moment donné, plus on essaye de le dénouer, en fait, plus on complique le nœud encore plus. Et je pense que cette image représente bien certaines relations qui sont comme une grosse pelote de laine complètement mêlée avec des nœuds, et puis on n'y arrive plus. On se dit, soit on prend des ciseaux, ça fait mal, ou alors on la jette et puis on en achète une autre. Faut s'en sortir. Et le signe d'une relation compliquée, évidemment, c'est la souffrance. Le signe plus subtil n'est peut-être pas nécessairement la souffrance, mais est
la façon dont une relation peut accaparer notre esprit. Dans le sens où la personne a finalement déménagé dans notre tête et on s'en est pas trop rendu compte et puis on n'arrive plus à la sortir de là. Imaginez, vous invitez quelqu'un à souper le soir, mais ils partent jamais. Puis en fait, ça fait 3 mois que vous les avez invités, puis ils sont toujours là à la maison. C'est un peu compliqué, je veux dire. Bon, là, tu peux bien dire à la personne, écoute, le souper est fini, il faudra peut-être que tu rentres. Oui, mais je suis bien, hein, on est bien ensemble. Hein. Ouais, mais le souper est fini, tu peux rentrer à la maison. 3 mois plus tard, ils sont encore chez vous. C'est pas la relation la plus harmonieuse possible. Mais c'est nous qui les avons invités. On leur a offert la nourriture. Ben oui, ils sont jamais repartis. Il y en a des gens comme ça, ils vivent dans notre tête. Puis on n'arrive pas à s'en défaire. Ils habitent notre tête. Puis c'est pas que c'est la souffrance ou qu'on est dans la peine, mais ils prennent vraiment une partie très grande de notre conscience, de notre préoccupation, de nos pensées. Puis des fois, on pense dénouer, mais en fait, on dit, bon, il faut les aider. Tu sais, si une personne a besoin d'aide, ok, je vais lui parler. Puis là, tu parles pendant 3 heures. T'es exténué, là. Après 3 heures, t'es lessivé, t'en peux plus. Mais la personne rappelle le lendemain. Puis tu repasses encore 2 heures. Il faut l'aider. Je caricaturise un petit peu, mais il y a des relations codépendantes, qu'on appelle comme ça, qui sont... c'est pas dans la souffrance, mais c'est un poids, ça siphonne notre énergie. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour dénouer tout ça? L'approche un peu Raja Yoga suggère 2 angles qu'il faut peut-être aborder. Et là encore, je vais entrer dans des choses un petit peu controversées, donc on ne prétend pas du tout avoir une vérité absolue, mais juste proposer des angles. Un des angles est de nous dire très gentiment que s'il y a un nœud, s'il y a une complication dans une relation, très vraisemblablement, c'est que j'ai participé à la création de ce nœud. Et ça, des fois, on n'aime pas trop l'entendre parce qu'on aimerait bien que ce soit que la faute de l'autre. Et vraiment pas ma faute. Moi, j'ai rien fait du tout. C'est pas de ma faute. C'est l'autre qui a complètement déraillé, puis qui exagère, puis qui abuse, puis nanana. Moi, je suis un saint, tout va bien. J'ai absolument rien à me reprocher. On préférait cette version. Et la philosophie du Raja Yoga dit, malheureusement, il y a une loi qui s'appelle la loi du karma. Et la loi du karma dit, ce qu'on n'aime pas entendre, 1, tu récoltes ce que tu as semé, donc il y a une part de responsabilité, et 2, rien n'arrive pour rien. Et ça m'ouvre la porte sur le deuxième volet, le deuxième aspect. Donc il y a un aspect de souvent une difficulté dans la relation, une problématique dans la relation, qui est à considérer sous l'angle du karma. Alors, si on adhère à la réincarnation, ça complique encore plus la chose, parce que who knows qu'est-ce qu'on a fait dans les vies antérieures. Déjà, dans cette vie-ci, c'est un peu compliqué, mais imaginez que quelqu'un vous arrive puis vous écoute. Ça fait 58 vies que j'essaye de te faire comprendre. Il fallait pas la tuer, ma mère, tu sais, au 14e siècle, là, quand tu l'as jetée dans le puits, puis c'était pas une bonne idée, ça. Alors, si ça fait 58 vies qu'on se court après, je déblatère un petit peu. Mais si vous êtes un amateur des films de Claude Lelouch, c'est pas mal sa thématique. Et la plupart des films de Claude Lelouch gèrent la notion que les vies se croisent et se recroisent. Et lui, il a adhéré à cette notion qu'on n'a pas une seule vie, on en a beaucoup, et que les mêmes individus se recroisent dans une vie, dans une autre. Et que lorsqu'on a un coup de foudre, souvent c'est qu'on reconnaît quelqu'un qu'on connaît très bien. Et quand on a une réaction épidermique, avant même que la personne me dise bonjour, il y a des grandes chances qu'on ait déjà eu une rencontre avec cette personne dans des vies antérieures. Donc, dans l'approche orientale, où il y a une ouverture sur cette notion de réincarnation, bien, on ouvre la porte à l'idée que la relation que j'entretiens avec des individus pourrait peut-être remonter à plus loin que cette vie-ci. Si c'est pas quelque chose que vous avez auquel vous êtes abonné régulièrement à la réincarnation, on peut ne le voir que de cette vie-ci. Et cette vie-ci va nous dire quelque chose de très simple.
il y a eu une première rencontre et il y a aujourd'hui. Puis entre cette première rencontre et aujourd'hui, est-ce que je peux prétendre avoir été à 100% neutre? Probablement pas. Et des fois, l'individu va dire, moi, j'ai rien fait de mal. C'est l'autre qui a vraiment déraillé. Peut-être j'ai rien fait de mal, mais quelle était mon intention? Quelles étaient mes intentions dans la relation? Quels étaient mes désirs? Qu'est-ce que j'ai envoyé comme signal auquel l'autre a répondu? Puis ça, en général, on n'en est absolument pas conscient. Déjà dans la discussion, moi je suis toujours épaté. Au début, je pensais que c'était que les autres qui ne comprenaient pas ce que je disais. Quand des fois les gens me disaient « Ouais, mais tu m'as dit telle chose. » Je dis « Bah voyons, j'ai vraiment pas dit ça. T'as entendu ça, mais c'est pas ça que j'ai dit. » Puis j'ai toujours cru que c'était dans ce sens-là. Puis un jour, je me suis dit « Et si moi c'était pareil? Et que des fois je dise à l'autre « Non, mais tu m'as dit ça. » Puis j'en suis convaincu. Mais en fait, si la discussion avait été enregistrée, je me rendrais compte que c'est pas exactement ça. Et quand j'ai commencé souvent à avoir eu la preuve que moi j'étais convaincu que l'autre personne m'avait dit telle chose, puis après elle me dit non, tu vois, regarde, c'est ça que je t'avais dit, c'était là que, mettons, ça avait été écrit, ou tu vois, je te l'ai confirmé par la suite, puis je t'ai envoyé un courriel, puis je dis ah oui, flûte, d'où est-ce que j'ai inventé, où est-ce que j'ai entendu ce que la personne n'a pas dit, mais ce que moi j'ai entendu. Et de là est venue une théorie à laquelle moi j'adhère complètement, c'est que quand on parle, il faut faire très attention, les gens entendent ce qu'ils pensent, pas ce que je dis. Et vice-versa. Quand les gens me parlent, des fois mes pensées sont tellement fortes que je crois que ce que la personne m'a dit, c'est en fait ce que j'ai pensé. Et ce que je retiens, c'est ma pensée. Et donc, il faut faire très attention des fois. Et aujourd'hui, j'ai tendance à ne plus jurer sur la tête de quelqu'un qu'un tel a dit telle chose ou que moi j'ai dit telle chose. Puis j'ai compris que c'est très fréquent qu'on se trompe dans ce qu'on croit avoir entendu ou dans ce qu'on croit avoir dit. Donc, je donne toujours une marge de 10-15% d'erreur en me disant peut-être. Si quelqu'un me dit ouais, mais tu m'as dit que tu venais à 4 heures. Puis avant, je dis non, je t'ai pas dit 4 heures, je t'ai dit 3 heures. Peut-être que j'ai dit 4 heures. Mais pour 10 ans, ouais, les gens. Alors, dans la relation, on n'est pas conscient, très souvent, de ce qu'on a émis comme vibration, comme intention. Peut-être qu'on était vraiment en manque affectif et qu'on a émis une espèce d'hormone, je ne sais pas trop quoi, invisible, voulant vraiment dire oui, 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 oui. Puis après, quand la personne s'approche, finalement, tu dis non. Ben là, tu sais, on n'a pas dit oui, mais on avait une vibration du oui. Puis après, la personne s'approche, puis là, on mord. Puis ben voyons, comment c'est que t'es comme ça? On ne se rend pas compte de ce qu'on émet comme vibration. Tu sais, des fois, on dit dans une relation, quelqu'un cherche vraiment sa mère, quoi. Et dans une relation amoureuse, au lieu de tomber amoureux d'une femme, il veut tomber amoureux de sa mère tout le temps. C'est très freudien, mais c'est quand même assez réel. Ou d'autres qui tombent amoureuses de leur père, qui cherchent absolument à remplir cette relation avec un père, mais ils transposent ça sur un autre. Ils font rien de mal, mais c'est malhonnête comme relation, au départ, d'un point de vue spirituel. Et donc, peut-être que 2-3 ans plus tard, à un moment donné, ça marche plus la relation, et je peux pas dire je suis complètement innocent. Si moi je change 3 ans plus tard, puis j'ai plus besoin de mon père, ben c'est sûr que là, tout à coup, la relation ne nourrit plus ce que j'avais eu comme désir au départ. Et j'émets d'autres vibrations, d'autres jets, d'autres signaux. C'est tout à coup des signaux non, puis des signaux tata, puis on participe beaucoup à la relation dans laquelle on est. Tout ça, c'est assez inconscient. Beaucoup de choses sont inconscientes. On peut en prendre conscience. Il y a des psys qui sont très doués pour ça, des thérapeutes qui sont doués pour ça. Mais la spiritualité aussi est un très bon outil pour cela. Et j'ai oublié de le dire, mais je veux être clair sur une chose, c'est que dans les propos qu'on tient ce soir, je veux absolument pas mettre dans le même bain les relations extrêmes. Donc ça, on s'entend, c'est vraiment des relations d'extrême violence, des relations, tout ce qui est extrême. C'est pas, les concepts peuvent être un peu similaires au début,
Mais il y a autre chose aussi. Il y a vraiment d'autres facteurs dont ce serait un peu compliqué, puis c'est pas le but. Je préfère pas mélanger ces relations extrêmement dévastatrices qui peuvent exister, parce qu'elles ont d'autres éléments qui sont impliqués dans cela, qui sont pas pertinents, je dirais, dans nos relations quotidiennes de tous les jours. Donc, dans la complexité de la relation, il y a ces éléments inconscients. Et donc, le premier volet spirituel, c'est de nous dire, d'un point de vue karmique, j'ai participé à la relation telle qu'elle est. Et si la relation est compliquée, si la relation est douloureuse, si la relation me fait de la peine, si la relation semble être insurmontable, j'ai une part de responsabilité. Et d'assumer sa responsabilité dans la relation, quelle qu'elle soit, c'est énorme comme premier pas. Parce que ça va ouvrir la porte à l'idée de c'est quoi ma responsabilité? Et ce n'est pas une responsabilité qui veut engendrer la culpabilité. Donc on n'est pas dans je cherche qu'est-ce que j'ai fait de mal pour lequel je devrais me culpabiliser puis me dire je mérite ce que j'ai. Non, c'est pas du tout vers ça qu'on va s'orienter. C'est vraiment une relation business à la limite. Où est-ce que mon partenariat a contribué à créer la relation telle qu'elle est aujourd'hui? Et le deuxième volet spirituel qui est très intéressant aussi, qui nous dit, une partie, il y a un compte karmique, il y a un nœud karmique, il y a un nœud qui est le nœud de la cause à l'effet. La deuxième partie est intéressante parce qu'elle n'est pas exactement pareille, et elle me dit, cette relation-là, peut-être qu'elle n'est pas très karmique, c'est-à-dire peut-être que je n'ai pas fait tant de choses pour mériter ça, mais cette relation ou cette situation vient dans ma vie pour une raison très particulière. Et j'attire ce genre de situation, pas tant parce que j'ai décapité la belle-mère de cette fille au XVIe siècle, mais possiblement parce que cette situation répond à une espèce de faiblesse que j'ai en moi, ou un point faible que j'ai en moi, ou un point particulier en moi, pour lequel cette situation me donne la chance, éventuellement, de surmonter ma faiblesse. Et cette relation est là pour m'apprendre quelque chose. Et on aime bien cette dualité entre, je récolte ce que j'ai semé, mais deux, j'ai l'occasion ici de faire une transformation qui serait extrêmement bénéfique pour moi. Et on pense qu'en spiritualité, c'est important d'avoir ces deux visions, parce que si on n'en a qu'une seule, elle est déséquilibrée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste se culpabiliser d'avoir créé le problème, puis on ne peut pas juste se dire « le ciel me tombe sur la tête et sûrement je dois apprendre quelque chose ». Oui, tu peux apprendre quelque chose, mais tu peux aussi apprendre que tu l'as créé un peu, ce ciel qui tombe sur la tête. Donc les deux sont un peu nécessaires. Et c'est là où ça devient intéressant de se dire, ma construction du moi qui va être évolué, qui va régler ce problème, qui va dénouer ce problème, doit répondre un peu à ces deux questions. Quelle a été ma part de responsabilité dans la relation? Et quelle est ma part dans l'apprentissage de ce que la relation m'impose? Et si j'arrive à répondre à ces deux choses-là, je suis plus dans une situation dans laquelle je subis la relation ou la difficulté, mais je suis dans une situation dans laquelle je me dis « Hey, OK, je me retrousse les manches, mais elles sont déjà retroussées, mais je me retrousse les manches, je me dis « Hey, OK, ça me tente de régler. J'ai envie de régler ça. » Et il y a une grande différence entre souffrir d'une relation et en être victime et vouloir régler la situation et être motivé à défaire le nœud. La question qu'on soulève tout le temps, c'est oui, mais et si l'autre n'est pas intéressé à dénouer le nœud? Ça, c'est vraiment pas grave. Enfin, c'est pas grave. Ça complique un peu l'histoire, mais le vrai nœud n'est pas entre deux personnes. Le vrai nœud est dans la tête de chacun. Et moi, je crois foncièrement qu'il est possible, dans ma tête, de dénouer complètement la complexité de la relation que j'ai avec un autre, que l'autre le dénoue pas. Ça m'appartient pas. Mais moi, je peux trouver
la bonne pensée, le bon sentiment, la bonne vision, la bonne compréhension, la bonne prise de conscience qui me fasse reconnaître mes torts, mes bons aspects et mon apprentissage. Je peux trouver ces prises de conscience qui vont faire en sorte que la relation, même si ça devait ne pas changer, l'autre personne reste assez négative, se plaint tout le temps, m'accuse de tout temps de choses, continue de râler, mais tout à coup, ça ne fait plus rien. Et j'ai cette conviction que le moment où on a réglé notre nœud, soit par tout temps de concours de circonstances, cette relation disparaît, ou alors l'autre éventuellement finit par changer. Et l'autre, finalement, un jour, finit aussi par dénouer ce nœud parce qu'il voit bien qu'il n'y a plus de prise, il n'y a plus d'emprise. Donc ça, c'est intéressant comme dynamique spirituelle. Maintenant, il y a des méthodes qu'on peut développer pour nous aider à faire cela. Prendre conscience, comprendre, avoir des espèces de... En anglais, on appelle ça des insights, des espèces de... On a une perception soudaine qui vient un peu comme « Ah, wow, tu sais, wow, j'avais jamais pensé à ça. » Ça se déclenche. Et une méthode, par exemple, qu'on m'avait proposée il y a très longtemps, c'était que d'abord, c'est un peu comme s'il fallait transformer quelque chose de très, très cassé, mais il faut anesthésier le tout avant de sortir le scalpel, puis la scie électrique, puis le fil à coudre, puis tout ça. Tu sais, c'est bien d'anesthésier un petit peu, de juste dire, OK, là, ça va faire très mal, mais pour pas que ça fasse mal, je vais anesthésier le tout. Et une des méthodes, une des anesthésies spirituelles, c'est d'évoquer la présence de l'autre, par exemple en méditation. C'est-à-dire que dans la méditation, ce qu'on peut faire, c'est amener l'autre, non pas face à soi, parce qu'on va encore se taper dessus, mais juste à côté. On le met à côté de nous. Et là, par exemple, on peut invoquer ce que nous on appelle Dieu, l'être suprême, la lumière, la source, la puissance, la vie, peu importe comment on veut l'appeler. Et là, on dit à cet être suprême-là, peux-tu juste... tu sais, je t'ai amené un patient. Il aurait besoin d'être anesthésié pendant quelques instants. Peux-tu juste... peut-on juste ensemble, on médite, je te l'ai amené, puis je te laisse lui donner de la lumière. Et la freudialité de tout ça, c'est que je ne me propose pas comme étant celui qui va réparer la relation. Parce que le grand danger de vouloir dénouer une relation compliquée, c'est de penser que je peux vraiment le faire tout seul. Ben, c'est pas le cas. J'ai créé le problème, en partie. Ben, pour défaire le problème, il faut que j'aille chercher une autre énergie. Si je ne change pas mon énergie, je ne fais que continuer à soutenir le même problème. Ça, c'est évident. On peut bien se dire, OK, c'est de sa faute, c'est de sa faute. Mais qu'est-ce que moi, je change pour qu'il y ait un changement dans la relation? On dit souvent que la folie, c'est de répéter la même chose, pensant à un moment donné que le résultat sera différent. Non. Si je continue de la même façon, à penser de la même façon, à réagir de la même façon, à dire les mêmes choses, à réagir de la même façon, je fais que continuer à nourrir le problème. Et même des gens vont dire, oui, mais je ne l'appelle pas, je lui dis rien. Non, mais dans ta tête, tu as encore le même feeling, tu as la même vibration. Ça n'a pas changé. Et les relations ne sont pas que physiques. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais quand on ne s'entend pas avec quelqu'un, on peut bien dire, OK, moi je déménage, je m'en vais à Toktoyaktuk. Ça, c'est loin, ça. Il n'y a pas de métro pour aller à Toktoyaktuk. Mais va à Toktoyaktuk et tu verras que la relation va être 10 fois plus vibrante que lorsque la personne était face à moi. La distance, ça ne va rien réparer. On peut partir à l'autre bout du monde, la personne, elle est dans ma tête et elle va rester là. Puis pire, je vais continuer à alimenter, je n'aurai même pas besoin de téléphoner, elle est directement dans ma tête. Alors, ça peut... donc, c'est pas une question d'être en relation physique, juste mentalement, des fois, on continue à contribuer au problème. Alors, l'idée d'amener la personne devant l'âme suprême, c'est de dire, on va changer la dynamique. Et là, c'est comme si on donnait la chance à cette relation de ne plus être face à face, mais côte à côte. C'est-à-dire, pendant un certain temps, je fais juste
amener la lumière à l'autre. Et indirectement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on offre à l'autre quelque chose de positif. Au lieu de lui offrir une couronne d'épines, on lui offre un bain de soleil. Puis on dit, viens, prends un bain de soleil avec moi. Je te parle pas, je te regarde pas, on dit rien, mais on est tous les deux face à un soleil, puis ultimement, après avoir pris un bain de soleil, pour ceux qui aiment ça, tu dis, Stéphane, hein? Peut-être t'as oublié que tu t'entendais mal avec la personne. Et juste pendant quelques instants, ça c'est la partie juste anesthésie, hein? On s'entend, on règle pas la situation avec ça. C'est juste pour désamorcer comment je crée ma relation avec l'autre. Et ce qu'on fait, c'est pour ça que je dirais que c'est assez freudien ou jungien, comme vous voulez, c'est qu'on désactive la relation comme étant moi et l'autre. Puis on active tout à coup l'idée que je vais passer par comme un avocat. Je passe par mon avocat, je passe par l'avocat suprême, je traite avec lui, puis toi tu traites avec lui aussi. Ça casse beaucoup la pression qui est dans la relation. C'est pour ça que j'appelle ça comme une anesthésie spirituelle. Et moi, honnêtement, je l'ai vraiment fait pour certaines relations qui vraiment me dérangeaient. Et je parle d'il y a 30 et quelques années, là, quand j'ai commencé. Et j'ai pris le temps de visualiser des personnes avec qui j'avais vraiment la rage. Puis je les visualisais à côté de moi. Je faisais rien, je te dis rien, fais ton truc. Puis je visualisais ça. Puis petit à petit, je commençais à sentir qu'il y avait plein de lumière qui venait sur moi, puis qui venait sur l'autre. Puis finalement, mon attention se tournait plus vers le soleil que vers l'autre. Et ça m'a permis de prendre une distance, de changer un peu l'émotivité associée à la relation, de sentir j'ai changé ma vibration face à l'autre. Et après, on peut commencer le vrai travail. Et là, après, il y a un travail d'ordre spirituel qu'on va faire qui est dans changer ma vision de l'autre. L'autre, ce n'est plus Martin ou Julie ou peu importe. Là, il faut que je change ma vision de l'autre. L'autre, c'est une âme. C'est une âme. C'est une âme qui a toute une aventure que je ne connais pas, qui a vécu beaucoup plus gros que la petite portion qui m'énerve. Et donc, ok, c'est une âme. Et se répéter, par exemple, sans cesse, il ou elle est une âme. C'est une âme. Puis elle joue son rôle. Puis elle joue très bien son rôle. Ça, c'est son rôle dans le film. C'est pas mon rôle. Mais là, il faut qu'on désactive notre réaction émotive à ce rôle-là. Et donc, on va voir l'autre comme une âme. Après, on va se dire, j'accepte son rôle. Je ne peux pas imposer à l'autre de dire, joue un autre rôle. Peux-tu rentrer dans le film de Dracula et dire, hey, arrête là. On s'entend, arrête de jouer Dracula. Ben, tu peux pas. Tous les spectateurs vont dire, hey, il n'est pas fini le film, puis non, on aime ça, nous, Dracula. T'as Dracula 1, Dracula 2, Dracula 3, on en veut plus. Il y en a combien de Dracula? Il y en a beaucoup. Hein? Frankenstein, on aime bien, il ressort tous les 10 ans, ils en font un nouveau. Puis on paye, on va le voir, on aime ça, les Frankenstein. Bon, j'exagère un peu. Hein. Dites pas, t'es Dracula ou Frankenstein, c'est pas ça que je veux dire. Tu es une âme, tu joues un rôle. Et j'accepte ton rôle. Maintenant, comment moi je vais répondre à ça? Ça, c'est autre chose. Mais il faut d'abord voir l'autre comme une âme, reconnaître que cette âme joue un rôle, et j'accepte son rôle. Après, je vais nourrir des bons souhaits, en disant, j'espère que tu vas trouver peut-être soit un meilleur rôle, ou que tu vas te sortir de ce rôle-là, parce que ça te fait beaucoup de mal, et tu fais du mal à beaucoup de monde. On peut se dire ça, parce que c'est vrai des fois. Mais ça ne veut toujours pas dire que j'émets un sentiment négatif envers l'autre. Ça s'appelle l'empathie, la compassion, la miséricorde. Ça existe, ces sentiments-là. Et si l'autre a vraiment un tort, et moi j'en ai un sûrement, mais si l'autre a un tort, est-ce que je peux au moins rétablir ma réaction au tort en étant une réaction de compassion, d'empathie, de pardon, de miséricorde. Au moins, j'aurais fait ma part. Et après, je vais devoir me dire, ok, tu es une âme, tu joues un rôle. J'accepte ton rôle. Et j'ai des bons souhaits pour que tu puisses changer maintenant.
Et dernière étape, c'est après, et moi dans tout ça, alors? Qu'est-ce que j'ai fait dans cette relation dans laquelle j'ai peut-être nourri cette relation? Et qu'est-ce que je dois faire maintenant pour me sortir de ça, pour ne plus engager une énergie dans cette relation? Et c'est là où on doit développer une partie de soi qui va nous amener dans le deuxième volet, celui dans lequel la relation est là pour m'apprendre quelque chose. Et dans cette situation-là, je me dis, qu'est-ce que je peux devenir qui ne sera pas un investissement dans le problème, mais davantage une image de la solution. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut devenir nouveau en moi? Ça peut être des fois être simplement une notion de détachement, de se voir à quoi je ressemble quand je suis un peu plus détaché. Il y a des gens, ils ne savent pas se détacher. Dès que la personne avec qui ils ont un problème arrive à peine sur l'afficheur ou de loin ou de près, tout de suite la personne comme ça. Ça veut dire qu'on est vraiment en réaction épidermique. On n'est pas détaché. Est-ce qu'on peut s'imaginer l'autre n'a pas changé, fait la même chose, m'appelle ou abuse encore de la même façon, mais moi je reste détaché. On a l'air de quoi quand on est détaché? À quoi on ressemble quand on est détaché? Et est-ce qu'on se voit comme étant faible en étant détaché, ou au contraire, est-ce qu'on se voit comme « Waouh, je suis plus fort ». Parce qu'en étant détaché, ça veut dire qu'on est... OK, on dit souvent c'est un peu comme la plume d'un canard, tu sais, l'eau coule dessus, mais la plume n'est pas mouillée. Et ça, c'est déjà une très grande force. Un canard, s'il fallait que ses plumes se mouillent puis qu'elles soient comme des éponges, ça vole pas beaucoup dans la pluie, ça. Un canard éponge, ça reste collé au sol. Et nous, on est comme ça. Si je suis une éponge pour la relation, tout ce que l'autre dit, je l'absorbe, tout ce que l'autre émet comme vibration, je l'absorbe, ben, je suis cuit, là. Alors qu'étant détaché, il y avait une expression épouvantable, couper l'enregistrement, mais qui était la mauvaise version de la plume du canard, qui disait, comment c'était, le train de tes injures roule sur les rails de l'indifférence avant d'entrer dans la gare du mépris ou quelque chose comme ça. Et ça, c'était vraiment la version détachement méchante. C'est de dire, regarde, tu peux dire ce que tu veux, ça ne me dérange pas. Mais ça signalait un sentiment très négatif. C'est pas ce détachement dont on parle. Hein? On parle Explose que je sois oui. Oui, c'est ça, ouais. Mais l'étape d'avant, c'était j'ai des bons souhaits pour l'autre, donc je peux pas lui souhaiter d'exploser. Entre détaché et indifférent. Indifférent, ça veut dire que je veux fuir ma participation dans la relation avec l'autre. Indifférent, ça veut dire là, je veux plus rien savoir et je me tourne de l'autre côté. Détachement, ça veut dire je regarde encore, mais ça m'affecte plus. Et je continue à investir dans la situation pour essayer de la régler. L'indifférence est un sentiment négatif. L'indifférence est l'inverse du détachement. On dit like and dislike en anglais, c'est que tu aimes, tu es attiré, que tu dislikes, tu rejettes, c'est la même chose, la même dynamique. C'est vraiment une attirance ou une influence de l'autre. Être indifférent veut dire c'est une façon très subtile de rejeter l'autre et à la limite de le juger, d'être assez négatif. C'est la forme la plus polie de la négativité. L'indifférence. Moi, j'aurais du mal à voir l'indifférence comme étant une vertu. Tu sais, c'est pas une vertu être indifférent. Ça fait pas de bien aux autres. Puis c'est pas une solution à long terme. L'indifférence est une colère bien camouflée qui prétend se présenter comme le détachement. Mais on le sent, le sentiment est pas le même. Là, la distinction entre l'indifférence et le détachement nous ramène vers la paix. L'indifférence nourrit encore un peu la colère, le rejet, le jugement. Quand l'indifférence se manifeste avec un ton hautain, moi, il m'indiffère complètement. Assez négatif comme ton.
ou de dire, moi, non, je suis vraiment détaché. OK, il y a une neutralité dans le détachement. On dit souvent on est indifférent aux relations au Canada aussi avec Donald Trump, par exemple. On est indifférent. Ouais. On peut, on peut dire c'est plutôt un désintéressé. Désintéressé. Il y a une différence. Être désintéressé dans ce sens-là, c'est autre chose. On peut se désintéresser. Mais dans les relations, donc la portion après, c'est qu'est-ce que je vois, comment est-ce que je peux être différent dans la relation. Et j'ai besoin de ce détachement des fois. Après, ça peut être une notion d'être bienveillant. Moi, une fois, ma prise de conscience, c'était mais hey, t'es même pas gentil. Tu sais, cette notion de gentillesse, c'était, il y a longtemps, je me disais, j'ai même pas cette vibration d'être gentil. Pourquoi j'essaye pas d'être gentil avec l'autre, tout simplement? Et j'essaie de visualiser une forme de gentillesse dans la relation. Puis de me dire, fais le premier pas. Je sais pas, maintenant, j'ai toujours un problème quand c'est enregistré, parce que je sais pas qui va l'écouter, mais mettons dans un environnement de travail, donné à un moment donné, à un certain temps dans mon vécu, pouvant être aujourd'hui ou il y a 30 ans, que c'est assez flou, quelqu'un sur le même étage que moi, présumant qu'il y avait un étage, bien sûr, je suis pas sûr que c'était un étage, mais bon, non, quelqu'un qui travaillait dans un environnement très proche, avait vraiment une tête de bœuf. Et c'est une personne, mais écoute, un Tupperware fermé, scellé, là, c'est à peu près la même chose. Jamais un sourire, jamais un bonjour. Écoute, frôlant le mur, j'ai l'impression d'être un terroriste dès que la personne me voyait comme ça, etc. J'entendais quelques rumeurs comme quoi c'est une personne pas très agréable, pas très sympathique, etc., etc. OK, pas de problème. Moi, on ne travaille pas ensemble. J'étais presque indifférent, je dirais, dans ce cas-là. J'en pense pas moins, je veux dire. Le Tupperware scellé, hermétique, un peu... tu sais. Mais un jour, je sais pas, quelqu'un me dit « Ah, on est sorti, il y avait un 5 à 7, je sais pas quoi, puis on a bien ri avec un tel. » Puis c'était qui, c'est un tel? Ben, telle personne. Puis, le Tupperware hermétique dur comme du fer, là. Drôle, elle, drôle. Ah bon, OK. Et donc là, je parle d'une petite relation très lointaine. Elle n'est pas dans les 108 du tout. Mais juste par curiosité, je me dis, Eric, toi, ton attitude spirituelle, es-tu correct? Tu sais, puis je pensais être bien, parce que moi, on n'a pas besoin de travailler ensemble. On est juste sur le même étage, on se croise quand on va aux salles de bain, c'est tout. Et puis un jour, je me dis, moi, mon attitude, es-tu correct? Je peux te faire autre chose. Puis là, je me dis, OK, alors là, je me suis mis à adresser la parole au Tupperware, puis à cogner dessus, puis à l'ouvrir, puis « Allô? » forcer un bonjour. Tu sais. « Allô, ça va? » Et en réponse, ce que j'ai eu, c'était un très beau sourire, en fait. Et je me suis rendu compte que plus j'interagissais avec cette... On se connaissait, mais absolument pas. Hein. C'était vraiment... On s'était jamais parlé vraiment. Juste, ça faisait longtemps qu'on était à peu près au même étage, puis qu'on se croisait tous les jours, puis qu'on s'était jamais dit vraiment bonjour, parce que moi, je présumais qu'elle voulait pas me dire bonjour. Puis elle jouait le rôle du Tupperware fermé, qui frôle les murs, puis qui dit pas bonjour. Ben, on était chacun sur nos positions. Et à un moment donné, j'ai commencé à vraiment briser la glace en me disant, moi, mon rôle spirituel, c'est quoi? Ben, d'être gentil. Juste be kind, sois gentil. Et depuis, écoute, je suis surpris à chaque fois. Maintenant, on n'est plus ensemble, mais quand on se croisait après, puis pendant longtemps, ça a souvent été des petites blagues, des trucs. Puis là, c'est une personne finalement qui ne demandait que ça, d'avoir l'autorisation de parler, de sourire, etc. Puis je n'ai pas son histoire, puis on n'est pas des amis, donc je ne connais pas tout le vécu, mais juste pour illustrer que si j'avais rien fait, on aurait maintenu ce genre de relation, qui n'était pas négative, hein, j'en souffrais pas, l'autre personne non plus sûrement, mais je trouvais ça juste dommage de toujours devoir confronter cette personne où il y avait quand même un sous-entendu, elle, on dit rien, on dit pas bonjour, on dit rien, on s'ignore sur le plancher. Puis à un moment donné, maintenant, après ça, c'était plus ça du tout, quoi. C'était, non, sourire, drôle, des petites plaisanteries. Finalement, selon il n'y avait aucun problème. Mais on avait fermenté ce silence inutile nous-mêmes. Donc, après l'anesthésie, quand on travaille sur soi, il y a cette vision qu'on change, et ensuite cette idée de se dire,
qu'est-ce que je peux imaginer en moi qui créerait une autre dynamique dans la relation? Et qu'est-ce que j'ai besoin, et là on passe dans la deuxième étape donc de la philosophie, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre de cette relation? Qu'est-ce que finalement cette relation joue comme rôle sous la forme d'un tremplin? C'est ça, vers où ça va m'amener, ça? Et si cette relation était juste un panneau indicateur pour me dire, tu vois, tu as un problème avec ça. Est-ce que j'ai un problème avec l'autorité? Est-ce que j'ai un problème avec les femmes? Est-ce que j'ai un problème avec les hommes? Est-ce que j'ai un problème avec des gens négatifs? Est-ce que j'ai un problème avec des gens exubérants? Où est-ce qu'il est le tremplin qui fait que je puisse me dire, ah, ben écoute, cette relation-là est une occasion en or pour m'amener complètement ailleurs. Et ça, évidemment, ça sous-entend que j'ai un intérêt à m'améliorer spirituellement, que j'ai un intérêt à faire une grosse part de travail spirituel pour mieux vivre ma vie de tous les jours sans attendre que ce soit les autres qui changent pour que ma vie soit meilleure. Enfin, à un moment donné, il faut mûrir en spiritualité puis se dire, regarde, il ne faut pas attendre après les autres pour être plus heureux parce qu'on va attendre très longtemps. Et donc de se dire, non, moi je prends les devants et je crée un nouveau rôle. Je me vois avec un nouveau rôle, une nouvelle approche. Et si je me disais, moi je suis celui qui crée toujours l'harmonie autour de moi. Seriez-vous capable de vous voir en vous disant, moi, quand je vais mourir, les gens vont dire, lui, non, il n'y avait aucun ennemi. Tout le monde s'entendait finalement assez bien. Créer assez, c'est toujours l'harmonie. Est-ce que c'est possible? Pierre, il dit, moi je crois en toi, Pierre, plus que tu crois en toi. Moi, je crois en toi. Ah oui, mais c'est réciproque, c'est réciproque. Moi, je suis convaincu que tu peux être un Père Noël permanent, pas seulement à Noël, ce qui joue le Père Noël à Noël, mais je pense que tu peux être un Père Noël 365 jours par année, en faisant le bien, en faisant rire, en apportant du bonheur aux autres, et ton authenticité peut créer énormément de bien chez les autres et de bonheur. Mais non, j'y crois. Mais je crois que pour chacun d'entre nous qu'on peut le vivre, qu'on a tous ce potentiel de devenir des gens qui créons l'harmonie autour de nous. Et la seule condition à cela, c'est un, de le vouloir, puis deux, de faire ce qu'on appelle poser les armes. De dire, moi je répondrai plus par la négativité, le jugement, la méchanceté, la critique, la plainte, pointer du doigt. Avez-vous déjà essayé de ne jamais parler en mal de quelqu'un? Dans son dos particulièrement? Même pas en histoire drôle, c'est dire, ah, l'autre, il faut que je te raconte. Non, ce qu'on veut raconter vraiment, c'est souligner le défaut de quelqu'un. Essayez ça juste une semaine, ou même juste 3 jours, de ne jamais parler en mal de quelqu'un d'autre. C'est, en tout cas, pour moi, je parle pour moi, là, c'est dans ma réforme spirituelle, c'est très très dur. Parce qu'on a souvent besoin, surtout quand on rencontre nos bons amis, là on a envie de se défouler puis de dire hey, l'autre, tu sais ce qu'elle m'a raconté l'autre jour, ça n'a pas d'allure, non. Ça a l'air inoffensif. Mais à ce moment-là, on entretient le problème dans la relation. On voit la même personne le lendemain, salut, ça va? Oui, ça va, très bien, comment vas-tu? Ah, super, content de te voir, non. Non, pas du tout. Dès que je vois mon copain, je dis, hey, timbré, hein. Ah bon? Tu dis ça dans son dos qu'elle est timbrée, puis devant elle, tu dis, je suis content de te voir. Ça, d'après moi, ça participe à un conflit, à une relation qui n'est pas harmonieuse. Alors, c'est un gros travail sur soi de se dire, est-ce que je peux créer une attitude qui soit telle que je ne parle pas en mal des autres? Et je le dis en toute sincérité, je travaille dessus, quoi. C'est tentant des fois à la blague de faire des commentaires drôles, c'est sûr. Écoute, c'est juste comme ça. Alors donc là, on se dit à quoi je ressemble dans ma version corrigée. Et en tout cas, moi je suis convaincu de ça, c'est que dans nos versions corrigées, on ne participe plus à ces relations négatives. Il y en a pour qui ça va prendre des années avant que ça change. On ne fait pas ça du jour au lendemain. Moi, j'ai développé la technique d'anesthésie, c'en est une, où j'invoque la personne devant Dieu, puis je fais un petit jeu de lumière, un bain de soleil commun.
L'autre approche que j'ai essayé pendant longtemps, puis je développe régulièrement, c'est de visualiser des personnes et de vraiment comprendre, d'associer la personne à une qualité. Et de vraiment répéter sans cesse quelle est la qualité de cette personne. Puis de vraiment lui attacher une étiquette positive. Et je sais que c'est pas évident, mais des fois, des gens qui peuvent, avoir tendance à un petit peu m'agacer ou me rendre un petit peu impatient, j'essaie de me répéter sans cesse. Non, un tel, c'est un tel, qui a toujours beaucoup de courage, qui est très authentique. Ouais. Il m'énerve, mais il est authentique, c'est bon. Et donc, de trouver toujours l'étiquette positive, puis de lui coller ça au fond. Et ça m'a beaucoup permis de changer ma vision de l'autre. Parce qu'on réagit à l'autre sur ses défauts, les choses qui vont... Puis on est tous pleins de défauts. Donc, si on pouvait se concentrer sur la qualité de l'autre, on réagirait différemment. Alors ça, c'est une autre approche qui est vraiment très, très intéressante. C'est de toujours se dire, qu'est-ce que je vois comme qualité dans l'autre? Puis on nous dit, si une personne a 99 défauts et une qualité, je se concentrer sur la qualité. Est-ce que dans le principe de la réincarnation, on se réincarne avec notre version corrigée, améliorée, ou on recommence à zéro? Dans la version où on se réincarne, est-ce qu'on est corrigé? Non, on continue. Nous, on dit, quand on se réincarne, on part avec la valise de notre personnalité, puis tu arrives dans le petit bébé avec la même valise. Les parents la voient pas du tout. Puis eux, ils veulent vite te donner leur valise à eux, avec leur monde. Puis petit à petit, quand tu grandis, tu sors des trucs de ta valise. Puis les parents disent, écoute, on sait qu'il est devenu comme ça, on l'a pas élevé comme ça, puis d'où ça vient, puis nanani. Non, mais j'ai ça de... Je traîne ça depuis 1628, ma chère, moi. Non, les âmes, on dit l'âme transporte avec elle ses traits de personnalité. Elle va pas garder avec elle nécessairement la langue. Des fois, des aptitudes survivent à la réincarnation. Tu as des gens de talent, pianistes, peintres. On dit quelqu'un qui est un poète peut très bien se réincarner, puis à 3-4 ans commencer à réciter des poèmes. Mais non, il y a pas. C'est pas que la mort et la réincarnation, ça donne un petit coup quand même à l'âme. Tu sais, des fois, l'âme peut avoir des prises de conscience entre deux vies, mais elle doit quand même faire son travail. Et donc, quand elle revient, souvent, elle a un peu le même bagage. Puis c'est pas qu'elle est passée par une zone de purification, puis de nettoyage, puis qu'on recommence à zéro, puis qu'on revient tout propre, tout beau. On transporte avec nous nos choses du passé. Et c'est pour ça que les bouddhistes vont dire que ça prend de nombreuses vies pour, à un moment donné, arriver dans un passage de compréhension, puis de transformation. Mais ce sont des théories, chacun doit décider à quelle théorie on adhère. Moi, j'encourage toujours ceux qui sont très catholiques, chrétiens, allez avec le modèle qu'on vous propose. Il n'y a pas de... C'est pour ça qu'il y a un modèle qui soit bon, un autre qui soit mauvais. C'est juste de trouver dans les modèles qui nous correspondent la logique. Et comment est-ce que je peux utiliser ce modèle-là pour mon amélioration? Nous, ce qu'on dit par contre par rapport aux croyances, c'est de se dire un jour, il faut se demander, est-ce que mes croyances me permettent d'être la personne que j'ai envie d'être? Puis si mes croyances me disent, si tu fais une erreur, tu vas en enfer, il faut que tu souffres. Là, si à un moment donné, ça me tente plus de vivre ça, il faut peut-être trouver une version améliorée de la croyance, puis dire, y a-t-il une autre version où on n'est pas tous en train de brûler sur un barbecue quand je meurs? Ouais, c'est ça. Mais chacun doit trouver la version qui lui convient, tu sais. Moi, j'ai toujours, avant, je pensais que j'allais me réincarner dans un arbre. Puis ça me faisait plaisir. Je voyais les arbres comme mes grands-parents. Puis, tu sais, je parlais aux arbres. Puis je leur disais, ça, c'est peut-être mon arrière-grand-mère. Salut, arrière-grand-mère. Bon. Si ça me fait plaisir, puis si ça marche avec moi, good. Tu sais, ça va faire de moi un arbologiste expert. Alors voilà. Donc, t'as tout raté, Hélène, écoute. En gros, là. Peut-on dénouer les relations compliquées? Ben oui, mais ça prend beaucoup de méthodes pour y arriver. Il faut prendre le temps de le faire. Mais je crois profondément en cette capacité d'être un être dans lequel il n'y a pas on ne crée pas de nœud avec les autres.
Juste être très très prudent, faire attention et nourrir des qualités dans la relation qui demandent beaucoup d'investissement, mais on en est les premiers à en bénéficier. On médite sur cette problématique freudienne. Alors, prendre le temps, comme d'habitude, de bien s'installer, sentir le corps qui participe à la méditation. Et même si on rentre dans un espace de silence et qu'on s'intériorise, le corps également doit être sur une vibration de détente, de calme. Comme si on éliminait toutes les tensions. Je me concentre au centre du front. Et je pense à l'âme. La partie lumineuse de l'être, la partie invisible, mais en même temps la partie vivante. Le sentiment d'être une âme. Et que c'est moi l'âme qui pense. C'est moi l'âme qui existe. Et en ce moment, je suis dans un corps. Et je joue mon rôle à travers ce corps. Et comme toutes les histoires, il y a un début, un milieu et une fin. Et même si je vois le corps vieillir, je reste conscient de ce que je suis véritablement. Un être qui existe au-delà du temps, au-delà de l'espace et de la matière. J'existe dans la pensée, dans le sentiment, dans la conscience. Et je vois que moi, l'âme, comme une matière vivante, je peux évoluer, je peux me transformer. Je peux m'épanouir. Je commence à peine à voir tout mon potentiel, tout ce qui est possible de devenir.
Et tout ce qui appartient au passé reste dans le passé. Je vis le moment présent. Et je vois l'avenir. Et j'ouvre les portes du possible. Je peux me voir comme un être bienveillant. Un être capable de surmonter toutes les difficultés. Et peut-être que ce qui était un problème hier devient aujourd'hui une opportunité. Et demain, ce sera une solution. Je change. Je grandis. Je me transforme. J'acquiers de nouvelles vertus. Je joue avec la vie. Et je fais du bien. Je me fais du bien. Et je propage le bien. Et je souris à la vie. J'aime la vie. Et je sais que toute cette lumière en moi ne demande qu'à éblouir, qu'à briller. La lumière de l'âme, la lumière de la vie. La lumière de l'être. Om Shanti. Alors, juste pour ceux qui seraient intéressés ou qui connaissent quelqu'un qui serait intéressé, il y a des cours de méditation en anglais qui commencent ce vendredi. Que ça vous allait ce soir? C'est pas trop compliqué ou pas trop... ça fait pas trop mal à la tête, non? Ça va? Aux pieds, non? Ça va? C'est pas trop compliqué? N'hésitez pas, hein, c'est des... J'aime bien quand si les gens ont des interventions, des suggestions, des questions. Je sais qu'on aborde des sujets quand même, c'est important, hein, c'est des sujets de vie. Les relations façonnent notre vie en grande partie. Là, une grande partie de ce qu'on vit est façonné par nos relations. Alors ça, c'est vraiment un thème fondamental. On a fait juste aborder un tout petit bout, mais pour en parler souvent. Ce qu'on risque de faire au cours des prochaines semaines d'ailleurs. Alors, j'hésitais à utiliser toute la métaphore de ce qu'on voit sur la rue Saint-Denis pour parler des relations. Je me suis dit que ce serait peut-être un peu lourd quand même, hein, les marteaux-piqueurs, puis
changer les canalisations d'égouts, puis les aqueducs. Mais bon, ça aurait pu être une métaphore très intéressante. Alors, bonne semaine, bonne soirée, puis à très bientôt.